On vous a réservé une deuxième partie d'après-midi avec du tonus, avec un conférencier que je vais présenter tout de suite, qui est intervenant et diplômé de l'École des Arts et Métiers, titulaire d'un Executive MBA obtenu à HEC Paris en 1995. Il est fondateur de The Cat, un groupe d'entreprises de haute technologie. Il est membre du conseil stratégique de la région Pays de la Loire, mais également explorateur passionné, ayant réalisé diverses expéditions dans des lieux tels que le désert, le pôle Nord, l'Islande, l'Amazonie. Et en plus de ses activités, il a même réalisé, tenez-vous bien, une traversée de l'Inde à vélo. Il va nous en parler dans quelques instants. Il est conférencier dans des entreprises et des grandes écoles, abordant des thèmes tels que le dépassement de soi dont il va nous parler. Merci d'accueillir Pascal Denoël. Impeccable. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai visité à peu près 69 pays, j'ai fait quelques petites choses. J'ai l'habitude d'en parler, et c'est vrai qu'il crée de l'émotion et puis surtout de la passion et des questions tout à fait particulières, mais je ne vais pas vous parler de ça. Vous voyez, ça c'est une photo que j'ai prise en Antarctique. On appelle ça les sentinelles, elles sont sous 3000 mètres de glace. Je ne vais pas vous parler non plus du désert, pourtant quand on reçoit une tempête de sable dans cette immensité, c'est assez extraordinaire. Je ne vais pas non plus vous parler sur des grands déserts blancs et qu'est-ce que c'est quand vous êtes à moins 30 dans des tentes avec 95% d'humidité. Je ne vais pas vous parler de ça non plus. Je ne vais pas vous parler, et pourtant j'aimerais bien vous en parler, de cette montagne qui est le K2 qui est le deuxième montagne après l'Everest, et j'ai eu la chance d'être le 10e Français à escalader cette montagne. Et avant d'y aller, on m'a dit quand même, Pascal, il y a eu plus d'hommes qui sont allés dans l'espace qu'au sommet du K2. Donc j'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir aller. J'ai échoué 2 fois à l'Everest, mais j'ai réussi à monter cette très très belle montagne du K2 qui est écrasante, comme on peut le voir là. Je pourrais vous parler aussi de ces images qui sont gravées dans le cœur à jamais, que vous avez quand vous allez dans des paysages incroyables. Je pourrais aussi vous parler de la souffrance du corps et de l'esprit, ou des obstacles qu'on doit franchir, et comment vous gérez. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, comment vous gérez l'effort quand vous êtes au bout de vous-même. J'aimerais aussi vous parler, quand je suis allé au fin fond de l'Amazonie, à rencontrer un peuple premier, qui est un véritable voyage à remonter le temps. J'aimerais pouvoir vous parler de ces rencontres-là, vous parler aussi de la joie de gens qui n'ont rien, qui avaient peut-être pas, ça c'est au fin fond de l'Inde, qui n'ont peut-être pas vu de blanc avant moi, quand j'ai traversé l'Inde de Calcutta à Bombay. J'aimerais aussi pouvoir vous parler de l'angoisse que vous avez quand votre ami, par un virus, quand le système immunitaire est affaibli, quand vous êtes dans les camps de base, eh bien, perd connaissance, et que vous le mettez dans un hélicoptère qui ne vient jamais, et vous ne savez pas si vous le reverrez vivant. Et puis, j'aurais pu aussi vous parler de ma descente de la Loire, qui est finalement un monastère vert. Et quand ma femme, Christine, ici présente, est venue me récupérer, j'étais tellement déstructuré que je lui ai dit, mais c'est une voiture, c'est incroyable, c'est un objet magique, c'est un véritable tapis volant. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point on peut se déprogrammer. Et donc du coup, mon objectif à moi, justement, c'est de vous déprogrammer. Et vous voyez, je cite Charles Pépin ici, une rencontre n'est jamais un hasard, c'est l'instant où l'on est prêt à être changé. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que vous changiez vous-même. Ça va être ça mon objectif. C'est plutôt un voyage intérieur qu'un voyage extérieur, même si on pourrait le faire. Après, vous pourrez me poser des questions si on a du temps. Mais on a vu le retard, Jean-Paul, on n'aura pas le temps. Ce voyage intérieur, donc du coup, il faut préparer vos esprits. Vous voyez, j'ai symbolisé ça par cette image pour planter des graines. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne suis pas enseignant, donc je vais essayer de planter. Vous avez l'habitude, mon cher Franck et Bernard, de planter des graines. Moi, j'essaie de planter des graines dans vos esprits. C'est ça mon objectif. Donc l'agenda, c'est de quoi on parle. Les 3 raisons de ne pas s'aventurer en impossible, puisque c'est bien ça le thème. 2 fondements pour y arriver. 5 secrets que je vais vous donner, enfin en tout cas mes secrets, et puis un aphorisme que j'estime assez puissant qui permet de faire pas mal de choses, et puis peut-être à la fin un exercice, on verra si on a le temps. C'est pas sûr qu'on ait le temps de faire l'exercice. Donc moi je n'ai pas la mémoire et la culture de Franck, donc je suis parti tout simplement du Larousse pour dire s'aventurer en impossible, oser faire quelque chose malgré les risques encourus, on revient à ce que disait Franck. Et il y a la notion de pénétrer quelque part, on va le voir, et puis dans la notion d'impossible, qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Et on va voir sur le plan familier qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Donc ça, c'est accessible à tout le monde, c'est le Larousse.
Moi, j'en fais une lecture tout à fait particulière. Je vois dedans 5 indices très importants. Le premier, c'est la notion de risque. Premier indice, la notion de risque. Le deuxième indice, c'est pénétrer. Ça veut dire qu'il y a l'acte de franchir comme une frontière. Vous voyez, la notion de pénétrer. Tant qu'on n'est pas dedans, on est tranquille. Une fois qu'on est dedans, c'est pas pareil. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la souffrance du corps quand on est en expédition, quand on est dedans, c'est pas pareil. Mais quand on n'est pas encore dedans, c'est ça l'acte aussi de s'aventurer. Très difficile. Là, c'est un indice incroyable quand même. On parle d'impossible et Le Larousse vous dit très difficile. Moi, ça me parle quand même, parce que qui dit très difficile, dire que c'est possible. Donc on verra tout à l'heure comment on rend quelque chose d'impossible juste très difficile. Et puis, il y a la notion de limite. On verra tout à l'heure, c'est un sujet qui est pour moi très important, que j'ai exploré sur mes propres limites qui sont en nous. Et le dernier point, le dernier indice qui est très important, c'est la notion de raisonnable et surtout inimaginable. Et derrière le mot inimaginable, vous avez le mot imagination. Et donc, du coup, ce qu'on imagine soi-même. Voilà les indices que je vous propose d'aller explorer. Alors évidemment, vous allez me dire, moi ça ne me concerne pas, j'aime bien, je ne sais pas que vous roubliez parce que c'est après déjeuner, simplement dire l'impossible c'est l'affaire d'autres personnes, moi j'ai une vie bien organisée, je ne vois pas pourquoi je vais aller me confronter à l'impossible. Ça c'est le rôle des aventuriers ou d'autres gens qui sont un peu tarés, souvent on me met cette étiquette-là, mais je vais vous expliquer pourquoi ça vous concerne. Le premier secret que je voudrais vous donner, c'est qu'il y a un lien intime entre nos rêves et nos impossibles. Et donc, du coup, quel est ce lien? Alors, j'ai inventé un sage qui fait partie de mes pensées. On croit que le rêve, c'est une idée douce, un petit plaisir pour s'endormir, mais non. Le rêve, c'est un signal, une faille dans la muraille des possibles. En fait, quand on réalise des rêves, c'est qu'ils étaient possibles, ou qu'on les a rendus possibles. Et donc, qu'est-ce qui nous reste comme rêve? Ceux qu'on juge impossibles, pour tout un tas de raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. Et vous voyez, le rêve a quelque chose d'évanescent. Il y a un parallèle avec le courage de Jean Kilevitch qui dit, mais en fait, quelqu'un qui se jette dans la Seine pour sauver quelqu'un en train de se noyer, il est très courageux il va engager sa vie pour sauver quelqu'un. Et quand vous l'interviewez après avoir sauté dans la Seine, il dit, vous avez été courageux? Ben non, je n'ai fait que mon devoir. Et quand au sommet du K2, j'ai appelé ma femme, elle dit, ouais, bravo, etc., en fait, je n'avais peu d'émotion. L'émotion, elle vient bien après, parce que ce n'est jamais qu'un pas après un pas. Une fois que vous l'avez fait, le rêve s'évanouit. Donc en fait, le rêve ne reste que sur le rêve suivant. D'accord ? Donc du coup, le rêve a le lien sacré avec l'impossible. Le rêve, c'est ceux qui restent parce qu'on les juge impossibles. Le rêve, c'est le territoire de l'impossible qui nous attire, nous appelle, nous trouble. Alors, le rêve, attends si ça marche, ça. Voilà. Le rêve, c'est comme une étoile. Ce n'est pas un voyage GPS, c'est encore moins un voyage organisé. C'est comme un murmure, le rêve. D'accord ? C'est un « et si ». Et ce « et si », c'est quoi ? C'est le début de l'aventure. Alors, il faut appuyer bien, pardon. Il y a un « mais ». Et quel est ce « mais » ? Il y avait une voix en moi, pas une voix raisonnable, une autre, celle de l'enfant. Et je pense qu'on la connaît tous, cette voix. Les psychologues appellent ça cet enfant qu'on met au fond de nous, le cri au fond du puits. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Cet enfant qu'on a, qu'on ne veut plus entendre. Ce cri qu'on n'écoute pas, ce cri qu'on couvre avec un chut, un tais-toi, un sois sérieux, un cri de vie qu'on transforme en silence et en renoncement. C'est terrible. Parce que du coup, pourquoi on le fait taire? Pourquoi on met le couvercle sur cet enfant? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi cet enfant qui est en nous, on l'a bien enfoui. Alors, vous reconnaissez le mur des lamentations bien symbolisé. D'abord, on a des excuses. Alors, évidemment, on ne dit pas que c'est des excuses, on se dit que ce sont des bonnes raisons. Parce que si c'était des excuses, on les franchirait nous-mêmes. Et c'est quoi ces bonnes raisons? Alors, il y en a... Attendez, voilà. J'ai pas d'argent. Moi, effectivement, quand j'ai fait mes expéditions, ça coûte cher, et je voulais acheter des entreprises, donc je n'avais pas d'argent, il fallait que j'économise pour acheter des entreprises. Donc je n'ai pas d'argent. Deuxième raison, je n'ai pas les capacités. Moi, quand j'ai descendu la Loire en vélo, je dis, non, je n'ai jamais fait de kayak. Je ne suis pas alpiniste, donc aller oser faire le K2, sachant que 25% des Français qui l'avaient tenté étaient morts, je dis, moi je ne suis pas alpiniste. Donc du coup, ce qu'on se dit soi-même, je n'ai pas les capacités. Ensuite, je n'ai pas l'énergie. Moi, je bosse 70 heures par semaine, je m'occupe des enfants, je bosse tout le temps, donc je n'ai pas l'énergie pour aller faire autre chose, aller aventurer en plus l'impossible. Et puis, j'ai pas le temps.
Alors ça, c'est la grande classique. Hein. Qui a du temps de libre? Personne n'a du temps de libre. Donc du coup, non, j'ai pas le temps. Voilà. Ça, c'est assez facile. Et puis en plus, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe du mari, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que je m'occupe des boîtes, il faut que je m'occupe de déclarer les impôts. Enfin bon, on n'a jamais le temps. Voilà ces excuses. Mais je peux vous assurer, pour avoir rencontré notamment un cuisinier qui me disait, moi j'économise, je cherche des sponsors pour faire l'Everest. L'Everest, il faut savoir, un voyage sur l'Everest, c'est à peu près 50 000 €. Voilà. Et bien lui, il économise, il m'a appelé, il appelle les gens pour pouvoir financer. Vous voyez. Donc, quand on dit que ce n'est pas possible, ça dépend de la volonté qu'on y met pour que ça soit possible. Franchir, mon cher Franck, les obstacles. Voilà. Donc, pour moi, j'appelle ça des excuses. En revanche, il y a d'autres sujets qui sont moins faciles, notamment la pression extérieure. Alors, cette pression... Alors, attendez. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Toc. Voilà. La pression, on l'a des amis, du conjoint, de la famille et bien évidemment au travail, de notre environnement. Par exemple, ah oui, ça change un peu la manipulation. Par exemple, on dit, oui, mais tu as une bonne vie, tu as une bonne situation, enfin on essaie de vous convaincre qu'il ne faut pas y aller. Ensuite, on donne des jugements, mais tu dois avoir un vrai problème psychologique. Pour faire des trucs pareils, tu as un problème, il faut que tu ailles voir un psy. Hein. Après, la culpabilisation. Mais moi, je ne ferai jamais ça à ma femme. Et tu vas la laisser toute seule s'occuper des enfants pendant ce temps-là? Ensuite, ça finit aux insultes. Mais tu es complètement taré. Non, mais franchement, et puis tu es égoïste. C'est dingue. La menace, écoute, si tu fais ça, moi, c'est simple. Moi aussi, je vais vivre ma vie. Voilà. Moi, je vais vivre ma vie parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, la protection. Vous voyez, par exemple, mon frère m'a dit, quand je suis allé au pôle Nord, il m'a dit, Pascal, regarde bien tes mains, tu vois, parce que Maurice Herzog, quand il est revenu, il lui manquait des doigts, donc regarde bien tes mains. Vous voyez? Oui, mais donc il faut faire avec ces pressions-là. Voyez? Donc vous avez tout un écosystème qui vous dit qu'il ne faut pas y aller dans l'impossible. Donc c'est quand même ça, c'est des vraies contraintes. Après, on avait vu tout à l'heure les indices, c'est pas raisonnable, invraisemblable, inimaginable. Les croyances limitantes, et ça c'est le plus redoutable, les croyances limitantes. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas liée à moi. J'ai travaillé dans un projet de recherche avec un psychiatre et qui m'évoquait quelqu'un qui était paralysé, qui ne marchait pas, il était en fauteuil roulant. Ils l'ont mis en état d'hypnose et cette personne marchait. Il est sorti de l'hypnose et cette personne s'est écroulée et était dans un fauteuil roulant. La puissance du mental, parce que si je suis en fauteuil roulant, on va s'occuper de moi. Et il nous expliquait que dans l'hôpital, il voyait des gens comme ça, il les enjambait sans prêter attention à eux pour qu'ils puissent sortir de leur système de « occupez-vous de moi ». Donc, du coup, les croyances limitantes sont extrêmement puissantes. Alors, j'en ai, par rapport à franchir l'impossible, repéré quelques-unes. Il faut être réaliste. Le principe de précaution dont on parlait, oui, mais les rêves, c'est du délire, le rêve. Donc, du coup, c'est l'injonction à la prudence. Le rêve, tant qu'on est dans notre tête, tout va bien. Mais donc, dès qu'on veut vivre son rêve, c'est le confronter à la réalité. Donc, du coup, là, c'est déjà difficile. Et la première excuse qu'on dit, mais attends, sois réaliste un petit peu, tu me vois faire ça? Moi, je ne me vois pas faire ça. Alors, c'est le trop ou pas assez? Je suis trop vieux, de toute façon, pour faire ça. Je suis trop jeune, je n'ai pas assez d'expérience. Mais je suis trop gros, comment veux-tu que je monte une montagne avec le poids que j'ai? Ou je suis trop petit, je ne suis pas assez grand pour faire ça. Donc, il y a des trop ou pas assez. Et puis, il y en a une autre, je ne suis pas légitime. Ouais, non, mais attends, mais moi j'ai jamais fait de sport, c'est le syndrome de l'imposteur. Nous, chez les chefs d'entreprise, on connaît bien ça, le syndrome de l'imposteur. Il y en a un paquet chez les chefs d'entreprise, et j'en fais partie. On se dit, je réussis dans mon groupe industriel, mais en fait, il ne faut pas le dire, mais c'est qu'en fait, j'ai eu de la chance. Je n'y suis pas pour grand-chose, mais heureusement que j'ai eu de la chance. Ce n'est pas ma femme qui va me contredire, effectivement, puisque je pense qu'on a à peu près tous à peu près ça. Donc, je ne suis pas légitime. Et donc, du coup, dans les expéditions, on dit, mais non, mais moi... Ok, j'ai fait ça, mais j'ai eu de la chance. Oui, mais là, on m'a aidé. On trouve toutes les excuses pour montrer qu'en fait, c'est pas grâce à nous. Donc, du coup, un nouveau rêve qui... Je vous rappelle que le rêve, il ne reste qu'à l'état de rêve parce qu'il est encore impossible. Donc, si on se trouve que ce qu'on a fait, on l'a fait uniquement parce qu'on a eu de la chance, parce qu'on nous a aidés, ça ne nous aide pas pour aller au rêve suivant. C'est pas pour moi, ce truc-là. Moi, je ne suis pas, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas explorateur. Et on verra tout à l'heure que les explorations, ça peut être des petites explorations, ça peut être des petits rêves. C'est pas pour moi. Et alors, le pire, et là, on l'a tous encore, c'est pas le bon moment. Attends, je suis en train de faire mes études, je verrai plus tard. Attends, on vient de se rencontrer, c'est mon nouveau boulot, les enfants sont petits, il faut attendre qu'ils grandissent. Attends, là, ils sont en pleine adolescence, tu ne te rends pas compte l'énergie que ça demande? Bon, on fera ça plus tard. Là, je suis en pleine bourre au boulot, donc plus tard. Puis plus tard, c'est la retraite. Et puis un jour, on dit, c'est trop tard.
le train est passé. Voilà les croyances limitantes. À chaque fois, on associe dans le temps des croyances qui fait que finalement, on ne fait rien. Et c'est confortable de rien faire. Je disais tout à l'heure, vous voyez Spirou là, qui était confortablement installé, c'est très confortable de ne pas vivre ses rêves. Alors évidemment, on avait un indice qui était le risque. Vous voyez, dans la définition du Larousse, on avait le risque. Et le risque, c'est la peur. Et donc, dans la peur, on a plusieurs types de peur. On a la peur d'être déçu. Oui, mais attends, je vais aller au pôle Nord, mais il y a quoi au pôle Nord à voir ? Et puis, attends, et le froid, mais si ça se trouve, c'est pas du tout intéressant. Ça va peut-être tuer mon rêve. Non, il faut peut-être mieux que je garde le rêve à l'état de rêve, finalement. Parce que si je me confronte à quelque chose et que c'est nul, j'aurais peut-être plus envie de voyager. Donc, la peur d'être déçu. La peur de changer. Non, mais t'imagines si ça me plaît ? Si ça me plaît, mais j'aurais envie de recommencer à voyager. Là, déjà, j'ai obtenu de ma femme ou de mon mari de pouvoir y aller. Mais si ça me plaît, qu'est-ce qui va se passer ? Ça crée de l'instabilité dans ma vie, dans ma famille. Donc, changer, attention, hein. Alors la peur de l'échec, déjà qu'on m'a mis la pression pour me dire qu'il ne faut pas y aller, si en plus je n'arrive pas à faire ce que j'ai dit que j'allais faire, alors là, mais je vais avoir honte, là, je vais être nul. Donc là, ça c'est une peur, l'échec c'est terrible. La peur des séquelles, des conséquences, ouais, mais si je rentre blessé, si je me blesse, si je deviens impotent, si après je ne peux plus rien faire, donc il ne faut pas y aller. Et alors, l'amplificateur d'émotions, c'est l'inconnu. Voilà, parce que là, du coup, c'est la porte ouverte à tout. Et qu'est-ce que je vais découvrir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, soit c'est un frein qui est un frein majeur. Voilà les éléments qui, aujourd'hui, nous empêchent d'aller plus loin. Donc, du coup, on a vu ce qui freine, on a vu ce qui enferme. Mais alors, qu'est-ce qui libère ? C'est ce qu'on va évoquer maintenant. Pourquoi vivre ses rêves, et comment faire ? Alors, le secret numéro 2 vient maintenant de ma vie personnelle, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un penseur philosophe, je ne me suis pas nourri dans les livres, je me suis nourri justement avec mes expériences. Et donc du coup, oui, un jour on se réveille, j'ai eu ça, un accident de voiture. Un accident de voiture où j'étais dans le coma, puis je me suis réveillé. Alors avant d'être dans le coma, j'espérais un jour d'être dans le coma pour voir la lumière. Bon, je dois dire, j'ai rien vu. Mais il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, quand vous êtes sur votre lit de mort, j'ai fait un saut spatio-temporel, je me suis retrouvé sur mon lit de mort à 98 ans, et la phrase suivante est venue à ma tête, dans mon esprit, « Pascal, es-tu content de la vie que tu as eue ?» Et là, waouh, est-ce que vous êtes content de la vie que vous avez eue, ou que vous avez ? Et donc, du coup, je l'ai rapporté à l'instant présent où j'étais, j'avais 37 ans, « Pascal, est-ce que tu es content de la vie que tu as ?» Et je me suis dit, mais attends, comment je peux mesurer, comment je peux savoir si je suis content de la vie que j'ai ? Et je n'étais pas très content de la vie que j'avais. Mais donc, du coup, je me suis dit qu'à ce moment-là, ça, c'était un point qui allait, un jour, quand j'aurai 98 ans sur mon lit de mort, cette question, en fait, c'est jouer un rendez-vous secret à mes 98 ans. Et je me suis dit, mais là, je ne peux pas ne pas être au rendez-vous de mes 98 ans sur mon lit de mort. Donc, du coup, ça a changé le cours de ma vie. Donc, du coup, pour moi, c'est mon secret numéro 2. Arrivera au dernier jour la question, es-tu content de la vie que tu as eue ? Alors c'est vrai qu'on ne se pose pas ce genre de questions, la plupart du temps on fonce dans la vie, puis d'un seul coup on dit, oh, il s'est déjà passé 10 ans, il s'est déjà passé 5 ans, hein, Jean-Paul, depuis combien de temps on ne s'était pas vu ? Et donc du coup, moi maintenant toujours j'ai ça, et je vous invite à vous poser cette question-là, est-ce que je suis content de la vie que j'ai ? Il n'y a qu'en posant cette question-là qu'on peut dire, attends, si c'est non, qu'est-ce que je change ? Alors j'ai eu ça, c'était qu'une seule fissure, parce que la vie continue, parce que j'ai quand même la tête dure, et puis je suis comme tout le monde. Finalement, on est embringué dans la vie, et puis on ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? De cette fissure, j'ai continué. Donc, du coup, j'avais un groupe industriel à l'époque de 500 personnes. Malheureusement, je me suis mal associé, et un jour, les banquiers m'ont dit, écoutez, monsieur de Noël, il faut se séparer de cette personne-là, on vous donne 2 mois. Donc, du coup, 2 mois plus tard, je n'ai pas réussi à m'en défaire, donc, du coup, on coupe toutes les lignes. Donc, mon groupe s'écroule. À l'époque, on me comparait au Bolloré de l'Ouest, vous voyez, donc j'étais jeune. Mon groupe s'écroule et je passe par les 3D. Vous savez ce que c'est que les 3D ? Non, il n'y a que les entrepreneurs qui ont échoué comme moi qui connaissent ce que c'est que les 3D. C'est dépôt de bilan, dépression, divorce. Voilà, c'est dépôt de bilan, dépression, divorce. Et pourquoi ? Parce que quand vous faites déposer le bilan, vous avez tout perdu. Votre téléphone ne sonne plus, vous êtes en situation d'échec. Les mauvais dirigeants disent que ce n'est pas de leur faute, mais les bons dirigeants, ou en tout cas ceux qui sont honnêtes, disent de toute façon, il n'y a personne derrière vous, donc si vous avez échoué, c'est quand même bien de votre faute, même si vous avez des bonnes raisons. Et donc du coup, vous ne pouvez pas échapper à la culpabilité que c'est fini. Et puis vous avez perdu tout votre patrimoine. Donc vous voulez acheter une autre vie,
Donc vous rentrez en dépression, et puis finalement, comme vous voulez acheter une autre vie, ça finit pas très bien sur le plan personnel. Les 3D, c'est pas de moi. Voilà, donc je passe par ça, mais j'abandonne pas, et je reconstruis un groupe, mais ce coup-ci, je récidive, je rachète des entreprises, je recommence. J'ai eu cette force-là. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui viennent justement aider les entrepreneurs qui ont échoué, parce qu'ils sont quand même broyés par ça, pour éviter de passer justement par les 3D, et des fois, il y a aussi le suicide. Voilà. Donc moi, j'ai eu cette chance-là de recommencer. Donc la vie continue. Et puis, il y a une bascule, parce que la vie continue, mais je tombe amoureux. Et je tombe amoureux, c'est-à-dire que quand vous tombez amoureux, je tombe amoureux d'une femme, mais en fait d'une illusion. Donc je suis foudingue amoureux, et je me suis aperçu que finalement, cette femme, elle avait quelqu'un d'autre. Alors, elle voulait un enfant avec moi, elle voulait qu'on habite ensemble, mais elle était avec quelqu'un d'autre, et elle n'arrivait pas à le quitter, ou elle ne voulait pas le quitter. Bref, ça a duré 2 ans, et à un moment donné, j'ai dit, il faut que je me sauve de ce truc-là, et je dois me sauver. Il faut absolument que je me sauve moi-même. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que je fuis cette emprise, et je me suis dit, mais c'est où? Il faut que j'aille le plus loin possible. Et c'est où le plus loin possible? Eh bien, c'est tout là-haut. C'est tout là-haut le plus loin possible. Parce que j'avais vu il y a quelques années des mecs complètement givres à la télé qui étaient sur la banquise. Et je dis, mais ils sont fous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Comme quoi, vous voyez, quand on plante des graines, on ne sait pas comment elles poussent après. Hein. C'est comme la littérature, hein, on plante des graines. Et ben moi, elle a poussé, je dis, il faut que j'aille, je vais aller au pôle Nord. Et donc du coup, j'ai inventé une histoire. Comme j'ai racheté des entreprises, il faut absolument que je crée un groupe, une bannière, et je vais aller planter mon drapeau, le drapeau de mon groupe, au pôle Nord. Et j'ai embarqué mes collaborateurs, et j'ai créé une mythologie, j'ai créé les valeurs du groupe à ce moment-là. J'ai dit à mes collaborateurs, donnez-moi des mots, je vais partir au pôle Nord, je vais planter notre drapeau, et je reviendrai avec les valeurs du groupe. Ça, c'était l'histoire d'entrepreneur. Mais l'histoire intime, c'est qu'il fallait que je me sauve moi-même. Voilà. Donc du coup, comme le dit le sage, en réalité, tu cherches à planter un drapeau dans ta propre vie. Le rêve avait commencé à percer les murs. Je commençais, à force de coups de boutoir, d'échecs dans ma vie, il fallait bien que je commence à changer. Et donc, vous voyez, cet enfant en moi qui, avant, criait ses rêves et que je ne voulais pas entendre, comme tout le monde, en fait, criait sa joie. Je n'avais pas les garanties, effectivement, j'avais la direction, mais surtout, j'étais aligné avec une certaine vérité de moi-même, et surtout, pour moi, je me sentais vivant. Voilà. Je vous assure, quand vous allez au pôle Nord, alors que c'est absurde, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un film sur YouTube, je vous engage à le regarder, puis à philosopher sur votre propre vie. C'est un film que j'ai fait avec cet objectif-là. Je me sentais vivant. Mais vous sentez vivant, mais vous n'êtes pas bouleversé comme ça facilement, si vous voulez. Hein. Un accident de voiture, le coma, vous divorcez, votre groupe industriel se casse la figure, 500 personnes, vous repartez de zéro. Donc du coup, je dis, mais c'est quoi l'objectif de ma vie? Toujours cette fameuse question. Et puis, je dis, mais quel sens je donne à ma vie? C'est quoi la vie? C'est quoi être humain? Je dis, ça veut dire quoi exister? Vous voyez, des questions philosophiques, mon cher Franck, sur lesquelles je me posais cette question-là. Et donc du coup, ça m'a amené au secret numéro 3, qui est de dire finalement, c'est quoi se sentir vivant? Alors, quand on écoute les psychologues, si vous voulez, c'est juste une caractéristique psychologique. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent le ProcessCom. Le ProcessCom dit, ben voilà, vous avez 6 caractéristiques de base. C'est suis-je aimé, suis-je compétent, suis-je efficace, suis-je digne de confiance, suis-je voulu, et puis suis-je acceptant ma différence, et la dernière, suis-je vivant? Mais moi, je considère que être vivant, ce n'est pas de la nature de psychologique, c'est de la métaphysique. C'est quand même au-dessus de la psychologie de ma caractéristique de personne. Donc pour moi, c'est une question existentielle. C'est au moins aussi important que je pense, donc je suis. D'ailleurs, je préfère je doute, donc je suis. Donc du coup, si se sentir vivant, c'est quoi? C'est vivre. Mais du coup, je me suis interrogé, c'est quoi vivre? Et en fait, si je fais l'opposition avec la mort, c'est inanimé. Donc je me suis dit, vivre, c'est le mouvement. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un petit animal qui s'appelle l'assidie. Vous connaissez l'assidie? Alors l'assidie, c'est un petit animal marin. Je ne sais pas si l'amiral, tu connais l'assidie, si tu en as rencontré dans tes sous-marins. L'assidie, c'est un petit animal. Écoutez bien cette caractéristique. En fait, il se déplace dans la mer jusqu'à ce qu'il trouve un rocher. Et sur ce rocher, une fois qu'il a trouvé son rocher, il sait qu'il va avoir de la nourriture jusqu'à la fin de ses jours. Il s'ancre sur son rocher et il mange son cerveau. Et donc du coup, les spécialistes du cerveau disent, mais finalement, c'est de la preuve que le cerveau sert à quoi? À bouger. Si je ne bouge plus, je n'ai plus besoin de cerveau. Donc du coup, la vie, c'est le mouvement. Le mouvement pour bouger. Et c'est quoi bouger?
ce sont des actes. Et on en revient à ce que tu disais, Paul, ce matin, en disant finalement, c'est des actions. Le Rotary se différencie par l'action. Et moi, j'ai découvert qu'effectivement, ce n'est pas le tout d'avoir des rêves et des pensées, mais en fait, ça se passe par des actes. Et d'ailleurs, il y a bien le dicton qui dit on n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Et donc, du coup, je me suis dit, d'accord, des actes intimes, mais c'est quoi? C'est pas n'importe quel acte. Est-ce que je suis vivant si, effectivement, je reproduis toujours le métro, dodo, boulot? Moi, je ne crois pas. Si je produis le schéma qui a été fait pour moi par la société, par mes parents, je ne crois pas non plus. Et donc, du coup, j'ai dit, mais tout ça, c'est des actes intimes, donc, qui viennent d'une vérité intérieure, et cette vérité intérieure, elle nous est révélée par nos rêves. Et donc, du coup, les rêves dictent mes actes intimes, et donc, s'aventurer en impossible est un acte essentiel. Alors, vous voyez Gaston qui roupillait en disant, mais finalement, s'aventurer dans l'impossible, c'est pas du tout pour moi, ça correspond pas du tout, enfin, ça ne me concerne pas. Eh bien, pour moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, ça nous concerne tous, parce que s'aventurer dans l'impossible, ça veut simplement dire, et je veux bien me faire l'apôtre aujourd'hui de Saint-Exupéry, c'est vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. C'est ça, s'aventurer en impossible. C'est de vivre ses rêves. Alors, il y a un autre point aussi que j'ai découvert. Vous voyez, il y avait l'indice numéro 4 tout à l'heure du Larousse, les limites. Alors, les limites, pardon, je suis allé un peu vite, l'être humain se définit selon ses limites. D'ailleurs, on va chercher, l'être humain a cette angoisse, c'est qu'en fait, c'est un être fini, il se sent fini. Donc, il va chercher chez l'autre, dans l'amour, l'infini qu'il n'a pas en lui. Ça, c'est connu. Et donc, du coup, c'est quoi définir moi, quand je définissais qui j'étais, quand j'ai dit je suis capable de faire ça, ou je ne suis pas capable de faire ça, je suis comme ci, ou je ne suis pas comme ça. Et en fait, vous apercevez, quand vous interrogez vraiment sur qui je suis, vous commencez à interroger vos limites. Mais du coup, là, une limite n'existe que dans les rêves, et donc du coup, moi j'interroge d'aller voir les limites. C'est ça, d'aller chercher l'impossible. L'impossible, c'est de l'autre côté de la limite, donc c'est de l'autre côté de ce qu'on se croit de soi. Sinon, je suis dans mon confort, je suis à l'intérieur de ce que j'ai l'habitude de faire, de ce que je suis capable de faire, mais dès que je vais commencer à aller chercher mes limites, c'est là où je commence à découvrir qui je suis. Et on me demandait, mais pourquoi vos expéditions, pourquoi vous mettre en danger comme ça? Je dis, mais, alors, toujours pareil, le problème de psychologue, de psy, je dis, mais vous devez avoir besoin de reconnaissance. Alors, c'est vrai que je me suis longtemps interrogé. C'est vrai que moi, j'avais un père qui ne me reconnaissait pas. Vous voyez, par exemple, enfin, il ne me reconnaissait pas, il a mis longtemps à me reconnaître, parce que quand je suis allé en maths sup, il me dit, oh, t'es pris en maths sup, c'est dingue. Bon, de toute façon, tu n'arriveras pas à suivre, mais ça te fera un bon entraînement pour aller en UT. Vous voyez, donc j'étais un peu galvanisé. Donc du coup, je pense que oui, j'ai cherché la reconnaissance, mais après, je me suis aperçu que quand vous êtes au milieu de rien et que vous le faites d'un point de vue sportif, c'est-à-dire engagé, en fait, vous mettez votre cerveau au repos. Je suis un peu hyperactif, donc du coup, c'était des vacances pour moi. Mais après, je me suis aperçu surtout que quand vous vous mettiez dans vos propres retranchements, franchir vos barrières, mon cher Franck, eh bien, vous découvriez qui vous étiez. Parce que vous titillez vos limites. Et non seulement ça, mais en plus, je me suis aperçu que quand vous allez chercher votre limite, vous dites, mais c'est incroyable, je suis capable de m'agrandir. Maslow, devenir le meilleur produit de soi-même. Donc je vais chercher mes limites et je m'agrandis en tant que personne. Waouh, c'est quand même génial d'aller chercher l'impossible. Voilà. Et répondre à la question « Qui suis-je » est une des plus belles aventures de la vie. Donc, le secret numéro 4, franchement, on ne découvre pas qui on est quand on joue le jeu des autres, de la société, du conformisme. Je suis très conformiste aussi. Vous voyez, je suis même chef d'entreprise, c'est pour vous dire que je suis conformiste. Je rentre dans un système capitaliste établi. Mais on découvre qui on est quand on ne peut pas tricher et faire ces petits arrangements dans le réel. Et bien franchement, quand vous êtes dans le réel, quand vous êtes dans le dur, quand vous êtes au fin fond de l'Amazonie, vous ne pouvez pas tricher. Vous voyez, il y a des choses, et c'est ça l'avantage du réel, c'est que vous ne pouvez pas tricher. Et si vous ne pouvez pas tricher, eh bien vous apprenez sur vous. Vous apprenez en allant chercher les limites. Et donc le secret numéro 4 que je vous propose, on s'agrandit et on découvre qui on est en explorant ses limites dans le réel. Alors vous voyez la tronche que j'ai là. J'ai un jour une amie qui me dit « Ouais, mais toi Pascal, et c'est l'introduction au 5e secret, toi t'aimes souffrir. » Ben oui, parce que quand tu vas en Islande, tu vas marcher avec 23 kilos sur le dos, et je suis pas très gros. Donc quand vous avez 23 kilos sur le dos, ça m'est arrivé de faire une journée 75 km, donc je marchais entre 10 et 15 heures par jour, pas sur des chemins,
Parce que l'avantage de l'Islande, c'est un terrain de jeu fantastique où vous avez du désert et des montagnes, il y a des endroits où vous n'avez pas de chemin. Donc c'est très exigeant. Et vous avez des pieds qui commencent à gonfler, vous commencez à avoir des ampoules, et à un moment donné, vous ne pouvez même plus mettre votre chaussure. Donc du coup, c'est de la souffrance. Là, j'ai descendu la Loire il y a un mois, 1000 km, ça fait 20 000 coups de pagaie par jour, tendinite à l'épaule gauche, au poignet, je ne pouvais même plus m'habiller. Donc du coup, elle me dit, mais toi, Pascal, t'aimes souffrir? Je dis, mais non, moi, j'aime pas du tout souffrir, pourquoi tu dis ça? Alors je me suis interrogé sur cette histoire de souffrance qui fait partie de ce qu'on se dit soi-même sur les conséquences, pourquoi on ne veut pas aller dans l'impossible. Et donc ce que j'ai écrit là, ce que j'aime, moi, c'est vivre en accord avec ce que je suis. Parfois ça fait mal parce que le corps fatigue, mais l'esprit, lui, avance. L'esprit, lui, avance. On explore ses limites. Ce n'est pas de la souffrance, c'est le prix du sens. Et la notion de sens, et c'est là-dessus que je veux vous emmener, la notion de donner du sens en entreprise, la notion de donner du sens aux politiques, mais aussi, on s'oublie soi-même, la notion du sens à soi-même. Et vous savez, le petit pictogramme que je vous ai mis, c'est le tailleur de pierre, je pense que vous connaissez cette allégorie, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Vous taillez une pierre? Non, je construis une cathédrale. Essentiel, essentiel. Alors on le dit en management, mais pour soi-même. On vient, vous voyez, sur le sens de la vie. Et donc du coup, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'aime... Moi, j'aime pas souffrir, hein, je ne suis pas masochiste, mais qu'est-ce qui fait que je suis capable d'aller au bout de moi-même dans mes expéditions et de finir par avoir cette tronche-là? Parce que je me suis aperçu que la souffrance que j'endurais était un sous-produit de mon objectif. Qu'en réalité, je ne donnais pas 20 000 coups de rame par jour, 20 000 coups de pagaie par jour en descendant la Loire, de la source au pont de Saint-Nazaire, je descendais la Loire, j'explorais la Loire. Quand j'ai traversé l'Inde en vélo, honnêtement, je faisais 10 heures par jour de vélo, surtout que je n'ai jamais fait de vélo. J'ai même fait un quart d'heure de vélo avant, j'ai eu une crampe le lendemain, j'ai dit putain comment je pars demain en Inde. J'ai acheté un vélo à Calcutta qui ne me connaissait pas, et moi non plus. Et je ne pouvais même pas m'asseoir sur les fesses le soir, oui, au restaurant, le soir, je n'arrivais pas à m'asseoir. Donc qu'est-ce qui faisait que j'arrivais à endurer cette souffrance? Tout simplement parce que je traversais l'Inde. Et donc ça, c'est jamais que des conséquences de traverser l'Inde. Donc je ne donne pas des coups de pagaie, je ne donne pas des coups de pédale. Je donne du sens à ce que je fais. C'est ça qui est important. Voilà, je vivais une intention alignée avec mon rêve. Donc le secret numéro 5, c'est quand on donne du sens à sa vie, on doit aligner ses actes. Et quand on aligne ses actes, alors on devient puissant. On est capable de se transformer à la fois nos barrières, à la fois nos souffrances, pour devenir puissant. Et donc, du coup, le secret numéro 5, que le sage dit, le sens donne de l'élan, l'alignement donne la force, et les deux ensemble donnent une vie debout. Je suis charpenté. Et si je suis charpenté, je suis capable de dépasser les montagnes. Je suis capable d'aller faire l'ascension du K2 et d'oser le faire. Et donc, donner du sens et être aligné dans ses actes donne de la puissance. C'était le secret numéro 5 et le dernier. En revanche, il y a un mur. Comment se fait-il? Alors qu'on a vu que s'aventurer dans l'impossible, c'était vivre ses rêves. Que la question essentielle, c'était est-ce que je suis content de ma vie? Que les rêves vécus, c'est quelque chose d'essentiel. Vivre ses rêves, c'est quelque chose d'essentiel et qu'il ne reste pas dans les limbes ou de cet enfant qui est en nous qu'on laisse crier au fond de notre puits. Qu'on se découvre en explorant ses limites, voire qu'on s'agrandit en repoussant ses limites. Et que donner du sens et être aligné, ça donne de la puissance. Donc normalement, je vous ai tout donné, je m'arrête là. Vous devez être capable de vivre tous les rêves que vous avez. Des petits rêves aux grands rêves. On en parlera tout à l'heure. Eh bien, il y a un problème, c'est que pour ça, il faut se réinventer. C'est un autre problème. Là, je vous invite dans un café philosophique où, pendant 3 minutes, on m'avait enregistré. Donc, vous allez m'écouter, et puis après, je reprends la main. Oui, bien sûr, je peux vous parler de cet aphorisme que j'ai créé. Écoutez, il s'inscrit dans une histoire assez bouleversante sur le plan personnel. Le premier axe vient du fait que j'ai longtemps cherché une femme qui puisse me supporter. Et à l'époque, je disais l'âme sœur. Et j'écrivais sur les sites de rencontres la vie comme une aventure. Mais ça ne marchait pas, personne ne mordait l'hameçon. C'est drôle, non? Mais en fait, pour moi, j'avais répondu à la question essentielle. Qu'est-ce que vivre? Et pour moi, vivre, c'est s'aventurer. Et ce jour-là, j'ai compris que l'aventure, ça fait peur. Pas à moi, ou plus à moi, mais à ceux qui ont appris à se méfier de leurs propres rêves. Le deuxième fait marquant concerne ma compagne qui a vécu un drame immense, ma compagne qui est la femme de ma vie, que j'ai
eu la chance de rencontrer à 57 ans, et pas par Internet, donc bien des années plus tard. Et du coup, elle a vécu le suicide de son ancien compagnon. Une souffrance totale, démolissante, des questions auxquelles vous n'aurez jamais de réponse. Bref. Et je lui ai dit, tu sais, ce que tu ressens, c'est une onde dans ton cerveau. Je faisais référence, bien sûr, au livre d'Henri Laborie, L'éloge de la fuite. Et je vous engage vraiment à lire ce livre. Et je lui dis, ce sont des informations terribles, oui, mais c'est toi qui les portes. Et si tu es propriétaire de ton esprit, alors tu peux choisir quoi faire de cette information. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de bouleversant. Que le vrai secret n'est pas de se transformer, mais de se raconter autrement. C'est de transformer ce qu'on croit de soi. C'est ça le vrai secret. Je ne suis pas allé au pôle Nord parce que j'étais un aventurier. Je suis devenu un aventurier en allant au pôle Nord. Et d'une façon générale, ça veut dire que ce n'est pas l'action qui suit l'identité, mais c'est l'action qui fabrique l'identité. Quand je donnais mes conférences sur le pôle Nord, je prenais toujours à la fin une personne et je lui disais « Et vous pourriez aller au pôle Nord ?» Et la personne, tout le temps, à 100% des cas, me disait « Mais bien sûr que non !» Et moi, je répondais, amusé, un peu taquin, je dois dire « Ah bon ? Et qui vous l'a dit ?» Et là, un vide immense dans les yeux de la personne, qui se rendait compte que c'était une croyance qu'elle avait en elle de ne pas être capable de le faire. Du coup, le paradoxe, c'est que j'utilise le passé comme un outil de transformation, alors que la transformation doit porter sur l'avenir, alors que le passé est figé. Et moi, je rends vivant le passé, je transforme le passé pour être un outil de transformation de l'avenir. Par exemple, le suicide de l'ex-compagnon de ma femme, mais aussi l'accident qui m'a brisé. Quand je le regarde des années plus tard, j'ai choisi volontairement d'en faire une chance. Alors que je pourrais choisir autrement, de dire « cet accident m'a rendu sourd et j'ai perdu l'odorat ». Est-ce que ça veut dire que je peux réécrire mon passé? Est-ce que je peux reprogrammer les associations de mon cerveau? Et la réponse est oui. Je suis propriétaire de mes souvenirs. Alors, les points de mes souvenirs, je peux les relier autrement. Et ce n'est pas tricher, c'est juste vivre. Parce que je suis ce que je crois que je suis, et ce que je crois que je suis, je peux le construire. Je vais vous expliquer par un petit graphisme, parce que c'est assez compliqué à comprendre, mais vous allez voir toute la puissance et le graphique va vous éclairer, en tout cas je l'espère. Parce que c'est une vraie philosophie d'existence et surtout c'est un levier de transformation qui est assez puissant. Vous voyez ces points? Imaginez que c'est une cartographie de votre cerveau, de la mémoire de votre cerveau. Et chacun des points blancs que vous voyez là est un fait de votre histoire personnelle et que votre cerveau a stocké. Voilà, c'est tout simple, vous voyez. On a des milliers d'actes dans notre vie ou des centaines de milliers d'actes et notre cerveau les mémorise. Et plus ils sont impactants, plus ils sont mémorisés. Et donc du coup, ça c'est quoi? C'est l'association que je fais de ces points de mémoire. Alors moi, effectivement, vous voyez, l'association que je fais de mes points de mémoire, c'est que je suis un chef d'entreprise. D'ailleurs, quand je suis allé au pôle Nord, les journalistes disent « un patron est allé au pôle Nord ». Tous les articles de presse, à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit le Courrier de l'Ouest, que ce soit Ouest France, un patron, donc je suis un patron. D'ailleurs, j'ai fait exprès aujourd'hui de mettre un t-shirt pour ne pas être un patron. Mais sinon, je suis un patron. Dans l'esprit des gens, je suis un patron. Donc, mais la dissonance cognitive, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la dissonance cognitive, c'est la cohérence du cerveau avec ses idées. On pourrait vous parler d'une histoire de sauterelle, si on n'a pas le temps, mais on pourra en reparler, c'est important. Ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau fait dans ma vie qui se produit, vous voyez, dans cette cartographie de petites étoiles, il y a un nouveau point qui vient. Eh bien, s'il est conforme à ce que je crois que je suis, eh bien, il va rejoindre le maillage et il va être plus brillant, plus présent dans mon esprit. Parce que du coup, moi, je suis un chef d'entreprise, il y a quelque chose qui me montre que je suis un chef d'entreprise. Mais je dis chef d'entreprise, ça peut être aussi, je ne suis pas courageux. Moi, je suis quelqu'un de pas courageux. Ah, tiens, toi, regarde ce truc-là, je ne suis pas courageux. Donc, du coup, il se relie aux autres. Et puis, si jamais il ne se relie pas aux autres qui montreraient par hasard que je serais courageux, ça va être un petit point qui va être à côté. Donc, du coup, la question, c'est de dire, mais est-ce que je peux faire une cartographie de ce que je crois que je suis différente? Ben oui. Regardez, c'est exactement, je reviens en arrière, c'est exactement les mêmes points de mémoire.
C'est extraordinaire. Ça veut dire que je serais un aventurier avec un sac à dos. Et les deux sont possibles. Ben oui, les deux sont possibles. C'est pour ça que sur la photo de départ, et c'est ce que j'essaye de prouver dans ma vie d'entrepreneur, de dire, mais attendez, on a tous cette dualité. J'ai même philosophé à un moment donné, on n'aura pas le temps d'en parler, pour dire que chaque être humain, pour moi, est une civilisation. Le mot est fort, mais on pourrait développer, mais on ne le fera pas aujourd'hui, une civilisation. Donc du coup, je peux créer un autre réseau. Comment est arrivé le fait que j'ai pu avoir cette image de moi-même? Et franchement, j'y suis pour rien. Je suis allé au pôle Nord. J'ai dit, viens au pôle Nord, c'est vrai que j'étais le 11e Français à aller au pôle Nord. Bon, ok, 11e Français, oui, okay, c'est bien ça. Bon, je ne faisais pas ça pour la performance, mais je constate. Et puis après, quand je me suis interrogé justement là-dessus, je dis, ah oui, c'est vrai que j'ai fait le Mont Blanc. Enfin bon, tout le monde fait le Mont Blanc, donc... Ah oui, c'est vrai que j'avais traversé l'Atlas. Ah oui, mais l'Atlas, c'est vrai que j'ai divorcé, donc j'étais avec Tamera, donc c'était avec une organisation. Ah oui, c'est vrai que je suis allé dans le désert du Hogar avec des Touaregs. Oui, mais là, c'est un copain qui m'avait invité, il voulait revisiter son enfance, parce que lui, il avait vécu en Algérie quand il était jeune. Vous voyez? Mais je dis, mais en fait, finalement, mais tout ça, si je relis ces différents points, mais peut-être que je suis quelqu'un qui aime explorer, qui aime bien voyager. Et la toute-puissance, une fois que vous dites, mais finalement, je suis capable de faire cette cartographie-là, je ne suis pas qu'un entrepreneur, je suis aussi quelqu'un qui aime explorer. Et la magie, écoutez bien, la magie, c'est qu'une fois que vous avez commencé à écrire cette histoire-là, les psychologues le savent bien, on finit par être ce qu'on croit qu'on est. Mais si vous écrivez cette cartographie-là, mais si je suis un explorateur, mais pourquoi j'explorerais pas? Et donc ça donne une puissance incroyable. Vous voyez, c'est ça que je vais vous enseigner. Et donc, du coup, l'aphorisme que je vais vous donner, attendez, je suis dans le bon sens d'ailleurs, voilà, les découvertes. Donc, 1, on croit que le passé est figé définitivement, ce qui nous enferme à jamais. Ça, c'est terrible. Et 2, non, si le passé, là j'ai fait une faute, si le passé n'est pas immuable, mais c'est la représentation, ce qu'on retient du passé, qui n'est pas immuable. Et c'est là-dessus que je peux changer la donne. Alors on va dire, ouais, bah, c'est bien gentil votre truc là, mais vous trichez complètement. Et non, ce n'est pas tricher, parce que tous ces faits-là sont des faits réels. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire qui n'existe pas, j'invente une autre histoire. Et vous, madame qui me regardez, vous avez une idée de moi? Les points de votre mémoire, les points de fait de notre rencontre, là aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous dressez vous-même une cartographie qui est différente de la cartographie que je fais de moi-même. Vous allez dire, ah oui, il est courageux ce gars-là. Et moi, je peux peut-être dire, bah non, ma cartographie interne fait que je ne suis pas très courageux en fait. Donc en fait, je ne triche pas, simplement je prends la liberté de relier les points qui sont dans ma tête, différents. Vous voyez, grâce à cette histoire, la vie est une aventure, que j'avais mis en avant comme étant pour moi la façon d'exister, et l'histoire de ma femme, de dire mais finalement tu es détentrice de l'information, ça a libéré des énergies colossales. Et pour finir, revisiter son passé permet de changer son avenir. Donc on arrive à la conclusion de non pas cet aphorisme, la vie comme une aventure, le passé comme un roman. Et si je suis capable de romancer mon passé, je suis capable de vivre un avenir différent. En revisitant mon passé, et j'ai le droit de le faire, qui m'en empêche? Je suis propriétaire de mon information. Pourquoi je ne me verrais pas autrement, puisque les autres ne se privent pas, eux, de me voir autrement? Il n'y a pas de vérité. Je ne triche pas, et c'est parce que je ne triche pas que c'est puissant. Donc du coup, je ne me raconte pas des histoires en disant « Ah, ben Pascal, tu es un aventurier. » Ben non. Ou alors « Je suis courageux. » Ben oui, c'est vrai. Vous savez, quand on est pressé, et ses parents, tous les feux sont rouges quand on est pressé. Ben oui, parce qu'on est pressé, donc on voit que les feux rouges, et la plupart du temps, ils sont verts. Mais ceux-là, on les voit, les feux verts. Donc vous voyez, cette représentation de nous-mêmes. Alors, pour vous donner une petite histoire quand même, ouais, ça c'est le petit garçon que j'étais, et qui est devenu par justement c'est pour ça que j'aime bien cette dualité des photos, vous voyez, c'est la façon de revisiter son passé qui finalement a changé l'homme que j'étais. Parce que jamais j'aurais fait la visite de ces 70 pays et de mes expéditions, tout en continuant, parce que j'ai quand même un peu d'adhérence à la décision, tout en continuant d'être entrepreneur. Quand j'ai eu mon accident de voiture, j'étais dans le coma, moi j'ai 3 filles, et forcément elles avaient vu leur papa qui était sur un lit de mort et qui n'allait peut-être pas revenir. Et donc je leur ai inventé une histoire. Et je leur ai dit, vous savez les filles, je suis immortel. Non, t'as des filles, je déconne pas, oui, vous rigolez, comme mes filles. Je dis, mais si, parce qu'en fait, je suis un chat, et j'ai donc 7 vies. Je dis, ben oui, et là, j'en ai juste cramé une.
Mais j'en ai déjà cramé plusieurs. En fait, pour être très franc, j'en ai déjà cramé 5. Je suis déjà mort noyé quand j'étais petit à la piscine. Dans la cahute du maître nageur sauveteur, on m'a fait des massages, etc. pour revenir. J'ai été transpercé par une vache au col d'Aspin. J'ai été pratiquement écrasé par une remorque agricole. Et puis ce coma dans mon accident de voiture. Et puis au pôle Nord, la glace s'est brisée. Je me suis retrouvé sous l'eau. Et puis là, j'avoue que j'ai vraiment vu la mort en face. Je l'ai vu au sens strict du terme, puisque j'ai vu un espèce de masque. Bref. Et donc du coup, vous voyez, cette mythologie que j'ai créée pour mes filles, les a rassurées, mais quel effet ça a eu sur moi? Quand il s'est s'agit d'un copain qui m'a dit « Mais Pascal, pourquoi on n'irait pas au K2? J'ai besoin de toi pour aller au K2. » Et donc du coup, je dis « Attends, il y a 11 Français qui sont allés au sommet, mais il n'y en a que 7 qui sont redescendus. Hein. Donc j'ai une chance sur 4 d'y rester. Donc vous y allez, vous ?» Normalement, un mec bien sensé, il n'y va pas. Sauf que moi, je suis immortel. Enfin, je ne suis pas immortel, mais il me reste encore 2 vies. Donc, du coup, pourquoi je n'irai pas au K2? Donc, vous voyez, les histoires qu'on se raconte créent de la puissance. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et pour la petite histoire, mon groupe industriel s'appelle Groupe The Cat. Vous voyez, mais je l'ai écrit Z-E-K-A-T, parce que j'aime bien le Z et le K, qui sont des lettres un petit peu rebelles. Voilà, ça c'est le logo. Et puis, pour finir, cette image, donc du coup, j'espère vous avoir transmis l'idée que tout est possible pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous. Ça, cette image-là, vous voyez, c'est avec mon ami Dixie. On était dans l'hélicoptère au retour du pôle Nord, et Dixie Dansecoer, qui est un Belge, connu, j'imagine, des Belges qui sont dans la salle. Et mon ami Dixie est mort dans une crevasse au Groenland il y a 2 ans, ou 3 ans. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est que moi, je suis quelqu'un exactement comme vous. C'est ça que je veux vous dire. Moi, quand j'étais petit, j'avais les pieds plats, j'avais les genoux cagneux, je jouais à l'élastique avec les filles, je jouais à la corde à sauter, je faisais du crochet dans la cour, je devais aller en BEP. Après, je me suis mis à bosser, mais je devais quand même aller en BEP, je passais mon temps à me battre. Oui, j'ai créé des entreprises, elles ont fait faillite, dont un groupe industriel de 500 personnes. J'ai divorcé, donc du coup, j'ai pas eu une vie facile. Tu parlais d'échecs tout à l'heure, voilà, des échecs, je m'en suis pris quand même plein la tronche. Mais au bout du compte, vous voyez, ces échecs qui font grandir. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas un Superman. Même si, effectivement, j'ai fait le K2, même moi, j'en suis le plus étonné de dire d'avoir fait ce truc-là. Et vous voyez, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit, putain, j'ai eu la chance de faire le K2. Donc, du coup, ce que j'aimerais, pour conclure là-dessus, c'est que vous reteniez tous une chose, c'est que on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on écrit sa propre histoire et qu'on s'aligne avec ses objectifs, on s'aligne avec le sens de la vie. Parce qu'un jour, quand vous aurez 98 ans, arrivera cette question, est-ce que tu es content de la vie que tu as eue? Voilà. Et donc je vous engage maintenant à réfléchir sur vos rêves et à vivre vos rêves. Merci à vous. Merci Pascal de Noël, merci infiniment. Vous allez sans doute tous vous poser ce soir la question de savoir si vous êtes satisfait de la vie que vous avez. Peut-être allez-vous réfléchir à vos croyances limitantes et puis en arriver à la conclusion que tout est possible. Merci. Vous pouvez de nouveau applaudir Pascal de Noël. Merci beaucoup. On va maintenant écouter un témoignage que...